Et donc, on peut passer, après les affiches de la semaine, à notre partie focus. Et cette fois, je vais te laisser parler, puisque le focus, soit un thème libre, soit un scouting de la semaine, soit une stat. Cette semaine, on a un scouting. Et tu vas nous parler d'un ancien de chez toi, d'un ancien de chez les Knicks, qui est aujourd'hui au Toronto Raptors. Tu voulais nous faire un point sur le RJ Barrett de Toronto. Sur le nouveau RJ Barrett, pourquoi ce focus sur RJ Barrett? Tout simplement un chiffre. Nous avons enfin un RJ Barrett à plus de 100 de true shooting percentage. Ou true shooting plus, pardon. On est enfin quelqu'un à plus de 100 de true shooting plus, avec 106 depuis qu'il est à Toronto. Donc sur les 28 matchs qu'il a joué avec Toronto, il est à 106 de true shooting plus. Sa meilleure marque en saison auparavant, c'était le 94 de true shooting plus. Il faut se rappeler que c'était l'année de la bulle où tout le monde marquait à 3 points, dont RJ Barrett. Donc à part ça, si on enlève cette saison d'anomalie, c'était la saison... Enfin, il a fait 91. 2022-2023, c'était ça sa meilleure marque. Donc ça y est, 106, waouh. Comment expliquer ce regain? Alors juste, je reprécise au cas où, ceux qui connaissent pas le true shooting plus, c'est l'efficacité relative à la moyenne. La moyenne est à 100. Et donc quand tu dis 91, ça veut dire qu'avant il était moins 9%. Enfin, 9% moins efficace que la moyenne, ce qui est très mauvais. 90, moins 10%. 94, moins 6%. Et donc là, cette année, il est à 106, donc plus 6%, ce qui est beaucoup mieux, effectivement, que c'était le cas avant. Et je te redonne la parole, pardon, mais je voulais réexpliquer au cas où on avait des nouveaux éditeurs également. Ouais, juste le 106, c'est juste sur les 28 matchs joués aux Raptors. Ouais. Avant ça, au Knicks, il était, tu fais bien, c'était bien. Au Knicks, il était à 92. Donc sur les 26 matchs avec les Knicks, il est à 92. Sur les 28 matchs avec les Raptors, il est à 106. Donc comment on explique ce plus 14 du jour au lendemain? Et donc voilà, je voulais un petit peu parler du nouveau RJ Barrett. Mais ce RJ Barrett est-il vraiment nouveau? Je vais vous montrer le profil ce profil de RJ Barrett, et puis on pourra discuter. Est-ce que c'est vraiment un nouveau profil, ou bien est-ce qu'il nous rappelle une autre version de RJ Barrett? J'arrête le teasing pour l'instant. Tout simplement, comment on peut expliquer cette efficacité offensive retrouvée? La réponse, elle est assez simple, et puis je pense qu'on s'en doute un petit peu tous. C'est un régime de tir assaini, un régime de tir beaucoup plus simple. Tout simplement, RJ Barrett finit beaucoup plus au cercle aux Raptors qu'il ne faisait aux Knicks. En termes de volume, il est à 9 tentatives par 75 possessions, là où il était à 7 tentatives par 75 possessions aux Knicks. Il a baissé au niveau des mid-range, il en prend 2 de moins par 75 possessions, et il a baissé au niveau du tir à 3 points, 2 de moins par 75 possessions. Donc vraiment, on se concentre surtout sur le cercle, où, pour la première fois de sa carrière, il a une vraie efficacité, une efficacité vraiment intéressante. Il est à 65% de réussite. Là où avant, depuis son arrivée en NBA, il faisait partie de la classe des Devonte Graham, Fred VanVleet, Trae Young, etc., autour des 50%, où on était vraiment dans les abysses de la ligue en termes d'efficacité. Ce qu'il fallait toujours un petit peu contrebalancer par sa propension à provoquer des fautes. Oui, il a toujours été très bon sur le côté provoquer des fautes. Ouais. Oui, mais parce qu'on en a déjà parlé à de moindres reprises. D'ailleurs, je crois que mon premier passage dans le Basket Lab, on fait les stats de la saison, et il me semble qu'on parle des difficultés de RJ Barrett à finir au cercle. En 2022, tu te rends compte? C'est ça, ouais. On se fait vieux. On se fait vieux. Et donc voilà, il y a ce côté-là où il y a enfin de la réussite, parce qu'il y a de la réussite au cercle. Il y a un peu une légère surchauffe à 3 points, mais comme le volume a fortement baissé, c'est un peu moins important. Mais comment expliquer cette réussite au cercle qui augmente? C'est pas le toucher. Il s'est pas trouvé un toucher du jour au lendemain. Preuve en est, son pourcentage de réussite au lancer franc. Attention, mouille-toi la nuque, Guillaume. Il était à 83% chez Knicks. Ouais. Aux Raptors, il est à 58,6%. Ouais. Donc, ce qui me fait un peu dire que, effectivement, le shoot à 3 points, on est peut-être sur une surchauffe, parce que le mec qui met pas ses lancers francs, mais qui met beaucoup de 3 points, bon, ça colle pas, quoi. Mais on n'est pas non plus on n'est pas non plus au niveau au cercle, sur quelque chose qui a énormément changé.
Quoique, on voit que les tirs qu'il prend au cercle sont des tirs qui sont tentés plus proches du cercle. Avant, on voyait à niveau de New York, on était plutôt sur des tirs on va dire, dans la raquette, mais pas immédiatement sous le cercle. Ouais. Du côté des Raptors, on se rapproche beaucoup plus du cercle. Ça explique aussi pourquoi on a pris beaucoup d'efficacité. Donc, il y a ce premier point sur le régime de tir qui a changé, où on tire beaucoup plus proche du cercle. Mais aussi, c'est gonflé, malheureusement, ces chiffres, pour atténuer un petit peu l'optimisme, c'est gonflé par des stats en transition. Les Raptors sont l'équipe qui joue le plus de transitions par match. Ça profite forcément à RJ Barrett, qui est un bon finisseur de transition, comme la plupart des joueurs NBA. Et donc, en fait, c'est surtout ça, la grande différence entre le RJ Barrett des Knicks et le RJ Barrett des Raptors, c'est cette efficacité en transition. Les Raptors courent beaucoup, les Knicks beaucoup moins. Depuis l'arrivée de Tom Thibodeau, les Knicks sont une équipe qui joue le moins en transition. C'est encore plus le cas maintenant avec Jalen Brunson, qui prend beaucoup de place, qui allonge la durée des possessions. Donc voilà, le nouveau RJ Barrett, c'est quelqu'un qui finit plus au cercle, qui tire moins à 3 points, qui tire moins en mi-distance, qui est plus efficace au cercle, qui attaque les close-out, qui attaque la raquette. Guillaume, à qui ce RJ Barrett te fait-il penser ? Je ne sais pas, dis-moi, je ne vois pas où tu veux en venir. Ah, tu ne vois pas, mais pour moi, on retrouve le RJ Barrett qui a le mieux fonctionné du côté de New York. C'est le RJ Barrett des playoffs 2022-2023, notamment cette série contre Cleveland, oui. où il abandonne totalement le rôle de créateur, balle en main, en isolation, porteur de balle sur pick and roll, et où il devient en fait un slasher de luxe. Et pour moi, c'est ça qu'on trouve du côté des Raptors, c'est que on donne la balle plutôt à Scottie Barnes, plutôt à Emmanuel Quickley, et RJ Barrett en fait retrouve ce rôle de slasher en fait. On lui demande pas de faire beaucoup plus en attaque, et on lui demande d'aller attaquer le cercle, d'aller provoquer des lancers francs, d'aller au panier. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien puisqu'il est enfin efficace. Oui. Je crois pour moi, il y a 2 éléments, et tu les as cités, mais premièrement, c'est la surchauffe à 3 points. Mais moi, j'ose dire surchauffe, parce que oui, mais je suis totalement d'accord avec toi sur le constat. Ouais, on est d'accord là-dessus. 42% sur un bon volume, sachant qu'en carrière, il est plutôt autour des 34, sachant que c'est un échantillon pour l'instant qui est encore tout petit. Voilà, je pense qu'il y a un premier aspect de pourquoi est-ce que l'efficacité est autant remontée, c'est petite surchauffe à 3 points pour l'instant, mais ça, grand bien lui fasse. Mais je pense pas que ça va durer 42% à terme. Donc voilà, surchauffe à 3 points qui fait que l'efficacité remonte, à mon avis. Mais par contre, il y a aussi un deuxième aspect qui est que, comme tu dis, on a quand même dans le jeu quelqu'un qui est un peu différent, et notamment qui va au panier, qui, tu vois, en termes de fréquence de tir au panier, c'est un peu le jour et la nuit comparé à avant, quoi. En termes d'efficacité aussi. Et même, il y a une autre stat, moi, que j'ai relevée, et j'avais un peu cette impression, en regardant les matchs et les highlights, etc., c'est que je trouve qu'il y a aussi il est beaucoup plus aussi utilisé un peu off-ball, quoi. Un peu dans des cuts, un peu dans des actions un peu plus faciles, des curls aussi, c'est-à-dire tu remontes depuis le corner et puis tu prends un écran, mais directement tu curls, tu enroules et tu retournes au panier, tu fais un genre de trajectoire courbée comme ça. Enfin, pas mal de trucs comme ça, et ce qui fait aussi que je trouve que dans le lot, il y a plus de paniers un peu plus faciles, et c'est pas pour dire il a moins de mérite, mais au contraire, plus tu prends de points faciles, mieux c'est en fait, donc tant mieux. Et je trouve que là-dessus, j'ai pas étudié de près ces drives et ni regardé les chiffres, mais même si on l'avait fait, je pense que ce sera à prendre avec des pincettes tellement les échantillons sont petits, mais je suis pas sûr que le drive soit si différent que ça. Mais par contre, s'il peut booster un peu ses chiffres par beaucoup plus de slashing et de cut et de curl et de rebond offensif et de transition, tant mieux, quoi. Tant mieux, parce qu'un point est un point. Donc plus tu es efficace, mieux c'est. Qu'importe un peu la manière dont tu vas aller chercher. Et même, du coup, j'avais un peu cette impression, et je suis allé vérifier. Et effectivement, stat un peu clé pour moi, le pourcentage de paniers assistés. Et on est passé de quelqu'un qui était à 54% de ses paniers qui étaient assistés, 54% l'an dernier. Cette année, à Toronto, pour l'instant, il est à 71%. Donc de 54% à peine de ses paniers qui étaient assistés. Pour l'instant, à Toronto, il est beaucoup plus assisté. 71% de ses paniers surviennent sur une passe décisive, donc
surviennent après maximum de dribble, donc un peu dans l'esprit créé par autrui. Et pour dire à quel point c'est une différence un peu majeure, c'est que autour des 54% actuellement de paniers assistés, on retrouve des D'Angelo Russell, des Tyus Jones, des Caris LeVert, des Bradley Beal, Pascal Siakam. Ok. Et si on descend jusqu'à 71% de paniers assistés, on est dans des zones un peu plus, tu vois, des Bogdan Bogdanovic, des David Mitchell, Dante Exum, Bojan Bogdanovic, voilà, des profils comme ça qui, mine de rien, sont quand même un peu plus entre guillemets role-player, ou tu vois ce que je veux dire, un peu plus assisté. Tu vois, Jaden McDaniels aussi, Moses Moody. Voilà, il y a un côté un peu moins création, donc c'est aussi, je pense, en un sens, on a premièrement surchauffe à 3 points, ok, mais on a aussi une évolution de son rôle, et peut-être aussi que le coaching est mieux en fait. Et le fait qu'on l'utilise aussi plus sans ballon, et ce côté, ok, tu seras peut-être jamais fantastique sur drive ou avec ballon ou sur isolation ou sur pick and roll, mais en même temps, tu es aussi très grand, très costaud, et donc si on te met en mouvement sur des cuts, on peut aussi tirer profit de ta très grande charpente pour aller avoir des points au panier sans que tu les crées toi-même sur du dribble en fait. Oui, absolument. L'environnement collectif, je trouve, met ses qualités davantage en valeur. Notamment, tout simplement, c'est un joueur qui finit beaucoup au cercle, c'est ce qu'on a dit. C'est forcément beaucoup plus simple de finir au cercle aux Raptors qui ont un effectif plutôt souvent avec Scottie Barnes en poste 4. Donc même si Scottie Barnes n'est pas un shooter, au moins ça crée un petit peu de je vais pas dire spacing, parce que Scottie Barnes ne crée pas forcément de spacing, mais ça crée de l'espacement pur par rapport à une équipe comme les Knicks, où tu as souvent Julius Randle et le pivot, que ce soit Hartenstein, Sims ou Mitchell Robinson, qui vont justement occuper les espaces où RJ Barrett est le plus efficace. Donc c'était ça aussi la différence, qui est en plus exacerbée depuis l'arrivée de Kelly Olynyk. Il y a plus d'espace tout simplement pour RJ Barrett. Après, est-ce que pour toi ça remet un peu, comment dire, est-ce que tu as toujours un peu les mêmes réserves sur son potentiel maximum, ou est-ce que tu peux aussi imaginer une évolution de son rôle qui fait qu'il aura peut-être une valeur un peu plus grande à l'avenir, quoi? C'est compliqué. J'essaye de plus avoir d'espoir sur RJ Barrett. Je me dis que si c'était ça son rôle à l'avenir, une 4e option offensive, et avec les outils athlétiques défensifs pour être un défenseur neutre, voire assez bon sur le point d'attaque, mine de rien, ce serait déjà pas si mal. Ouais. Malgré les espoirs placés en lui, 3e pick de draft, meilleur lycéen du pays, etc. Si c'est ça son rôle en NBA, tant mieux, au moins il y en aura un, puisque le rôle de créateur peu efficace, qui a beaucoup la balle en main, on l'a vu au Knicks, et sur la dernière séquence qu'il a passée au Knicks, c'était pas un joueur... il était loin du niveau d'un titulaire NBA, en fait. Donc s'il veut garder statut, c'est peut-être... s'il veut conserver le statut, c'est peut-être avec ce rôle-là. Après, il a que 23 ans. On peut espérer plus pour lui, mais si déjà ce rôle est un rôle efficace, ce sera déjà une bonne chose. Disons qu'il peut avoir plus de valeur en ayant un rôle peut-être un peu différent, un peu plus divers. Ça pourrait aider. D'ailleurs, je vois aussi qu'il fait plus de passes qu'avant. Il n'a jamais fait autant de passes d'ailleurs, en termes de passes par match, mais même en termes de relatif à son nombre de ballons. Il a un ratio assist par usage qui est extrêmement élevé par rapport à ses propres standards. Donc là aussi, moi, depuis la draft, je pense qu'il a du passing qui est quand même assez intéressant, mais il a aussi des limites parfois de vision tunnel, ou alors de non-altruisme, d'égoïsme parfois, ou de pas lâcher la balle. Donc là aussi, s'il peut gratter un peu des points, si un peu gratter de valeur, sur le passing, ça pourrait être très bon aussi. Donc mais je te rejoins. Je te rejoins que pour moi, on peut avoir un très bon joueur dans un style un peu varié un peu de slashing, un peu de shoot, un peu de passing, un peu de défense, plutôt que vraiment le rêve du go-to-guy créateur. Ça, effectivement, je suis d'accord. Mais en tout cas, à suivre, parce que Toronto, on a eu des échanges en cours de saison. L'effectif n'est pas, le talent n'est pas top, mais j'aime bien le coach qui est en place, moi, et j'aime bien comment on dit, le nucléus, le noyau de jeunes joueurs. Donc à suivre pour les prochaines saisons. Tu te moques de moi parce que c'est moi qui fais l'anglicisme cette fois, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour une fois que c'est moi. Il n'y a pas de versatilité ici. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.